Bonjour mes petits moldus, Luna et moi-même, Mouni, sommes très heureux de vous accueillir dans Lumos pour un moldu pour le nouvel épisode de Harry Potter et le chef-d'œuvre magique. En tant qu'amatrice d'images, il y a quelque chose qui m'a toujours fascinée dans les films Harry Potter, c'est la façon dont l'atmosphère de Poudlard, si sévère et si fascinante, nous semble pourtant si juste et concevable. En effet, le travail du cinéaste ne se résume pas simplement à retracer l'histoire des personnages, mais aussi à rendre l'atmosphère la plus plausible qu'il soit, afin de pouvoir, ironiquement, en faire le plus abstraction. Or, y a-t-il un meilleur moyen de rendre plausible un lieu aussi fascinant que Poudlard qu'en le truffant de références connues à des chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art? Cette manie de s'inspirer des œuvres classiques est commune dans le monde de la culture populaire, et surtout dans le monde du cinéma. C'est une manière d'affirmer le cinéma comme un art à part entière, je suppose. Et évidemment, la série des films Harry Potter ne fait pas exception. En effet, la célèbre école de magie, en plus d'être installée dans un château d'inspiration gothique, nous y reviendrons, regorge de nombreux tableaux iconiques revisités en version magique. Près de 250 peintures ont été créées pour décorer les grands escaliers en marbre de Poudlard. Et je ne parle pas des autres couloirs dans lesquels se promènent parfois les protagonistes. On en remarque notamment quand Dolores Ombrage s'empare de l'école dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Elle demande que tous les portraits du grand escalier soient ôtés. On voit des plans d'Argus Rusard, le concierge de l'école, en train de décrocher des murs les grands tableaux. Ceci permettant aux spectateurs d'en découvrir quelques-uns de plus près. De cette façon, on découvre que Poudlard expose la leçon d'ostéologie du docteur Sebastian Egberts, du peintre Nicolas Eliasson Piquenois. Cette œuvre est originalement exposée au Amsterdam Historic Museum. Ces personnes payent pour être représentées, bien que l'œuvre reste la propriété de la guilde. Cette œuvre représente des membres de la guilde des chirurgiens d'Amsterdam dans ce qu'on appelle une scène de genre. À partir de 1603, cette guilde a pris l'habitude de commander des portraits de groupe autour du personnage du préélector, c'est-à-dire du professeur en charge. Je suppose que si les personnes payaient pour être représentées sur les tableaux, c'est que sans doute ils devaient être des personnalités influentes, non? Oui, bien sûr, ces portraits sont des mises en valeur, visant à magnifier la dignité des personnages, mais de manière plutôt statique. D'ailleurs, un détail intéressant est de remarquer que les visages des producteurs des films ont remplacé ceux des chirurgiens de la guilde. David Heyman, l'un des producteurs, fait ici un caméo subtil. Dans le monde du cinéma, cela désigne une apparition fugace d'une personnalité réelle. Un peu mégalomane ces réalisateurs, non? Oui, mais mise en perspective avec l'histoire de l'art, on peut tout à fait le comprendre. En effet, ceci est assez courant, et ce depuis la Renaissance. Il s'agit d'une griffe subtile et cachée de l'auteur, qui souhaite s'affirmer lui-même en tant qu'artiste. C'est au XIVe siècle que cette forme d'autoportrait apparaît discrètement dans certaines peintures, afin de servir de signature. Perdu parmi les autres personnages ou caché discrètement dans une scène, le peintre perd soudainement son anonymat et donne ses traits à un des personnages. Nous pensons par exemple à l'apparition de Jan van Eyck dans le reflet d'un miroir dans son tableau Les époux Arnolfini. Ou bien à Sandro Botticelli qui apparaît dans son Adoration des mages. Son visage est alors dirigé vers le spectateur et il les invite à regarder la scène. Oui, mais ça n'en est pas moins une façon un peu orgueilleuse d'affirmer son art. Oui, peut-être, mais ce n'en est pas moins une ruse plutôt habile qui permet de faire un lien non négligeable entre le monde dépeint et le monde réel. Cela fait ainsi peser une incertitude entre le vrai et le faux. Là-dessus, je te rejoins tout à fait. Et d'ailleurs, J.K. Rowling fait de même en intégrant son univers fictif au sein du monde réel, avec, ci et là, des portes qui permettent la rencontre entre les deux mondes, comme le chaudron baveur et la gare de King's Cross. Exactement. Bref. Revenons-en à la toile. Celle-ci représente donc l'un de ses membres les plus éminents, le docteur Egberts, en train de donner une leçon d'anatomie. Celui-ci est représenté portant un chapeau et en train de donner sa leçon devant un parterre de confrères qui semble très peu dérangé par le spectacle mortifère qui se dresse devant eux. L'artiste met ici en exergue l'attitude du médecin qui est représenté de manière très professorale. Et quel lien pouvons-nous faire entre cette œuvre et l'univers magique d'Harry Potter ? Alors cette toile révèle certainement l'effervescence de l'époque autour des sciences et de la découverte du fonctionnement humain, s'opposant donc à la vision quasi magique des siècles qui précédaient.
Alors c'est vrai que cela paraît assez incohérent de représenter une scène scientifique au sein d'une école de magie, sachant que cette dernière n'accepte pas vraiment la matière, et elle admet encore moins la matière corporelle, puisque celle-ci est d'abord perçue comme une substance énergétique, volatile et impermanente. Un cours d'anatomie tel que celui-ci n'aurait que guère d'intérêt pour des apprentis sorciers. Oui, tout à fait, puisqu'il serait totalement discrédité par le cours de métamorphose. Tout à fait, mais ce qui nous intéresse justement dans ce tableau, c'est certainement la réflexion qui l'amène sur les contraires. Sur la vie et la mort, par exemple. Petite note sur le squelette, c'est celui d'un pirate anglais exécuté en 1615. Presque tous les cours d'anatomie se donnant sur des corps de condamnés à mort. Mais également sur nos besoins de croyances simultanées en la science et en la magie. Oui, car contrairement à la science, la magie ne cherche pas tant à expliquer le monde, qu'à le transformer en fonction d'un désir irrépressible, voire à le recréer ou s'en évader. Qu'on lui prête une dimension utopique, démiurgique, ludique ou diabolique, elle questionne un régime de croyance qui, inévitablement et de surcroît à cette époque, pose la question de la place du spirituel dans un univers devenu beaucoup trop concret ou substantiel, ayant perdu de sa magie. Une autre raison du choix de cette œuvre serait la particularité de certains peintres de la Renaissance flamande d'attirer notre regard sur la matière colorée. Ceux-ci ont l'art de faire apparaître les personnages sur un fond sombre et décontextualisé. Apparaissant ainsi en pleine lumière, les personnages ont l'air sculptés à la surface du tableau. C'est ce qu'on appelle le clair-obscur. Je suppose que ce jeu de clair-obscur révèle un contenu assez symbolique, non ? Évidemment, ce jeu entre clarté et obscurité est bien sûr symbolique. On voit que le squelette qui occupe la place centrale est le principal objet illuminé. Il semble éclairer aussi bien littéralement que physiquement le visage des hommes qui l'entourent. Piquenois nous offre ici une description de la curiosité et de la soif de savoir. La toile se veut dès lors porteuse d'un message d'illumination, bien plus que d'allégeance, à l'objectivité des sciences. Celle-ci est prometteuse d'une nouvelle vérité, d'un avenir plus brillant. Pas étonnant alors que le professeur Dolores Ombrage, dans sa folie autocrate et totalitaire, décide de déshabiller les murs de leur doctrine d'élévation intérieure et intellectuelle. Ce personnage symbolise l'obscurantisme qui s'abat sur une société en temps de crise, tant politique que sociale. Comme toujours, l'art, et la culture en général, est la première cible des États fascistes. Ombrage plonge le monde lumineux de la magie dans l'obscurité de la nuit noire. Il incombe donc à la jeunesse de s'insurger contre cette autorité musclée. Nous pouvons faire confiance à Harry ainsi qu'à l'armée de Dumbledore pour cela. Évidemment, c'est une manière de le voir. D'où les liens entre les films Harry Potter et les œuvres d'art, puisque la lumière est une des plus grandes préoccupations des peintres, et ce depuis la nuit des temps. D'ailleurs, en parlant de lumière et d'obscurité, peut-être que ce style vous dit déjà quelque chose. Pour ceux qui ont trouvé, il leur a certainement fait penser à une œuvre qui s'appelle La leçon d'anatomie du Dr Tulpe. C'est une œuvre bien plus connue, qui a d'ailleurs été commandée par la même guilde de chirurgiens à un autre artiste, qui est Rembrandt. C'était en 1632, et Rembrandt était alors une étoile montante de la peinture flamande. Qui plus est, il était voisin de Piquenois et d'ailleurs ont probablement collaboré ensemble. C'est cette collaboration qui explique certainement leur relation commune avec la guilde, mais aussi les points communs stylistiques qu'il y a entre les deux, notamment ce fameux clair-obscur que Rembrandt maîtrise à la perfection. Cette donnée n'a évidemment pas manqué aux décorateurs des films Harry Potter, puisque Rembrandt va lui-même apparaître à de nombreuses reprises dans les couloirs de l'école de magie. Merci Luna pour ces éclaircissements. Mais avec plaisir, Mouni. Voilà, nous avons tenté de dire. Et je rappelle enfin que l'interprétation d'un symbole reste personnelle et tutti quanti. Nous vous disons à très bientôt pour un prochain épisode de Harry Potter et le chef-d'œuvre magique. C'était Mouni. Et Luna dans Lumos pour un moldu. Allez, tchuss les moldus. Allez, choose les moldus.